Vendredi 11 avril, sommaire du journal. Il y a 50 ans, le 13 avril 1975, François Ngarta Tombalbaye, premier président du Tchad indépendant, était renversé et tué lors d'un coup d'état militaire. Son nom continue d'alimenter débats et mémoire. Son portrait est à découvrir dans ce journal. L'Union des journalistes tchadiens et l'ONG MEDEF ont signé un accord historique pour consolider le paysage médiatique tchadien. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 11 avril 2025 à l'espace Betna. Bonjour et bienvenue dans votre édition de 13h45. Il y a 50 ans, le 13 avril 1975, François Ngarta Tombalbaye, premier président du Tchad indépendant, était renversé et tué lors d'un coup d'état militaire. En N'Djamena, son visage reste présent dans certains établissements scolaires et son nom continue de susciter débats et mémoire. Portrait d'un chef d'État au parcours aussi marquant que controversé. Nous avons sillonné quelques établissements scolaires avec son portrait. Et son visage ne semble pas inconnu des élèves. Cette personne sur l'image. C'est le feu président Ngarta Tombalbaye, Voilà. premier président du Tchad. Le premier président du Tchad, Ngarta Tombalbaye. Oui, c'est Ngarta Tombalbaye, le premier président du Tchad. Ngarta Tombalbaye. C'est une image de monsieur le président, ancien président du Tchad, François Tombalbaye. François Ngarta Tombalbaye, père de l'indépendance tchadienne, cela fera 50 ans ce 13 avril 2025 qu'il a été renversé et tué lors d'un coup d'état militaire le 13 avril 1975. Le temps a passé, mais son nom et ses actions restent encore vivants dans la mémoire de ceux qui l'ont découvert à travers l'histoire. Il a fait venir des chercheurs pour découvrir le premier site de pétrole au Tchad. On peut dire que c'est aujourd'hui grâce à lui que nous exploitons le pétrole et nous savons que notre sous-sol regorge beaucoup de richesses. Pour moi, je pourrais dire qu'il représente un symbole, premièrement, un symbole de la libération du Tchad, parce que comme on le dit, c'est le premier président du Tchad. Il était le premier à avoir avoir signé plutôt le traité avec les Français pour libérer le Tchad. Donc oui, c'est un symbole de liberté. C'est lui qui a décroché l'indépendance à notre pays et aussi qui a été sauvagement assassiné. Donc c'est l'histoire que je retiens de notre président. À la tête du pays pendant 15 ans, opposé à la rébellion du Frolina, François Ngarta Tombalbaye demeure une figure controversée de l'histoire politique du Tchad. L'Union des journalistes tchadiens UJT et l'ONG MEDEF ont signé une convention ce vendredi 11 avril 2025 à l'espace Betna. Ce protocole d'accord marque le début d'une collaboration en faveur d'un écosystème médiatique plus solide. Cet accord s'inscrit dans une volonté commune, celle de contribuer à bâtir un écosystème médiatique plus fort, plus inclusif et plus résilient au Tchad. Il mutualise également les efforts, les expériences, les acceptations et les visions pour renforcer les capacités du journalisme, promouvoir une presse éthique et responsable et accompagner les médias dans leur rôle essentiel de contre-pouvoir démocratique. La signature de ce protocole est donc un acte fort, un acte d'engagement en faveur de la liberté de la presse, de la formation continue des professionnels des médias, de la protection des journalistes et des renforcements institutionnels des organes de presse au Tchad. Je salue donc l'engagement sincère de l'ONG MEDEF qui a su voir dans l'UJT un partenaire crédible, capable de porter haut les valeurs du journalisme et de défendre les intérêts de la profession avec détermination. Le ONG Médias pour le développement MEDEF s'engage pleinement dans cette démarche pour accompagner l'UJT. Les journalistes sont des acteurs du développement. Former, outiller, inspirer les professionnels de l'information est une urgence nationale. C'est pourquoi l'ONG Médias pour le développement, en acronyme MEDEF, s'engage pleinement dans cette démarche. Le fact-checking, le journalisme de solution, le data journalisme, ce ne sont pas des effets de mode ni de simples concepts,
mais ce sont des piliers du journalisme moderne et crédible. Ensemble, faisons du journalisme un moteur réel du développement que nous appelons de tout notre cœur pour notre chère patrie. Ce partenariat traduit la volonté de deux entités à conjuguer leur expertise afin de renforcer les compétences, valoriser l'éthique et promouvoir un journalisme utile, rigoureux et orienté vers les solutions. À l'approche de la saison des pluies, la question du drainage refait surface dans le 2e arrondissement de la capitale N'Djamena. Malgré les promesses, les canaux restent obstrués, exposant les habitants à un risque accru d'inondation. Un défi pour la nouvelle équipe municipale. Le 2e arrondissement de N'Djamena, le cœur battant de la capitale. Une commune qui abrite plusieurs grandes institutions de la République. Mais un problème persiste. Les caniveaux de drainage sont toujours bouchés, empêchant l'évacuation des eaux, avant même l'arrivée de la saison des pluies. Et cela affecte personnellement notre existence. Lorsque tu sors de chez toi et tu trouves de l'eau comme ça et tu ne sais pas quoi faire, c'est compliqué. Souvent on arrive à même apporter des bennes, d'autres qui transportent l'eau. Ils évacuent, mais l'eau quand même reste. Ils évacuent le matin, le soir c'est rempli comme ça. C'est un peu compliqué et cela nous cause vraiment des maladies. Depuis des années, cette situation perdure dans cet arrondissement qui compte aussi quartiers. Pour la nouvelle équipe municipale, le défi est de taille, mais pas insurmontable. Nous avons constitué une équipe dédiée à l'entretien des caniveaux. Par ailleurs, récemment, les jeunes s'organisent en association au sein des différents quartiers de notre commune, à l'instar du quartier Marjandafak. Chaque dimanche matin, ces jeunes s'engagent à nettoyer les rues et à retirer des déchets des caniveaux. En tant que commune, nous nous engageons à soutenir ces initiatives. Toutefois, un problème majeur subsiste. Dans le quartier Goudi, il n'existe pas de caniveaux. Nous allons nous mobiliser pour en créer et établir un bassin de rétention. Ces canaux restent obstrués alors que N'Djamena s'apprête à affronter les premières pluies de la saison. Dans le 1er arrondissement de N'Djamena, une école a vu une partie de ses bâtiments détruite par la mairie pour occupation illégale de l'espace public. Malgré un délai de 6 mois accordé, la démolition a bien eu lieu. Aujourd'hui, élèves et enseignants tentent de sauver leur rentrée scolaire. C'est désormais une école coupée en deux. 5 salles de classe, un bureau et un mur de 6 mètres à terre. Démoli par la mairie du 1er arrondissement, le pavillon de l'école empiétait sur la voie publique. Un délai de 6 mois avait été accordé pour libérer l'espace, en vain. Et pour assurer malgré tout la rentrée scolaire, l'école a trouvé une idée. Pour achever l'année, nous allons essayer de faire le hangar et faire quelque chose où bien certaines personnes vont venir dans l'après-midi pour achever l'année. Actuellement, les élèves sont en salle? C'est un congé, on les a libérés. Jusqu'à samedi, ils vont revenir. Et c'est de là qu'on va leur dire clairement qu'on va finir l'année. Et qu'ils ne s'inquiètent pas, on va finir l'année. Si c'est pour revenir dans l'après-midi, ou bien on va faire le hangar pour qu'ils viennent faire cours. La mairie du 1er arrondissement que nous avons contactée affirme ne pas rester insensible à la situation. Enfin, la page internationale vous est proposée par Ngena Ondoum Cynthia. La clémence de la justice camerounaise face à un féminicide suscite une vive indignation. Le 1er avril, un homme a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour avoir tué sa femme, Diane Yango, en novembre 2023. Bien que reconnu coupable de faits, il n'a pas été inculpé pour meurtre, mais pour coup mortel, ce qui a provoqué l'appel du ministère public et de l'avocate de la famille. Cette décision est perçue comme un signal alarmant pour la sécurité des femmes, incitant des voix de la société civile à exiger une réforme législative. L'avocate de la victime souligne l'absurdité de la qualification retenue, estimant que les violences étaient préméditées et que la peine infligée est inappropriée. La mobilisation continue autour de cette affaire, appelant à une mobilisation de conscience et à des changements législatifs. Au Gabon, la campagne jusqu'au bout avant la présidentielle du samedi 12 avril, pour laquelle 8 candidats sont en lice.
Pas de silence électoral et la possibilité de tenter de convaincre jusqu'à la dernière minute. La journée a néanmoins été déclarée fériée par le gouvernement afin de permettre aux électeurs enregistrés en province de faire le déplacement. Le chef de la transition, Brice Clotaire Olinguinguema, a d'ailleurs décidé de clore sa campagne par un double meeting le jeudi 10 avril. En Côte d'Ivoire, les intersyndicales de l'éducation ont suspendu leur grève et invitent les enseignants à reprendre le travail dès le 11 avril. Ils continuent de revendiquer une prime d'incitation de 150 000 francs CFA par trimestre qui serait discutée avec le gouvernement lors d'ateliers prévus du 17 au 19 avril. Les enseignants expriment des préoccupations concernant leur situation financière tandis que le gouvernement s'est dit ouvert au dialogue pour trouver une solution. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.